Bonsoir Monsieur Gillet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. Alors, vous avez vu, le plateau a un peu changé depuis la dernière fois que vous êtes venu et il y a un petit peu plus de monde autour de la table. Face à vous, Coralie Mollaret, que vous connaissez bien, la journaliste politique du journal. Et je vous présente Jean-Baptiste Jouve, qui est à côté de Coralie, qui est le responsable des Jeunes Républicains, et Alexandre Delaby, qui est le référent des Jeunes avec Macron. Nos deux débatteurs ce soir vont vous interpeller dans quelques instants, mais je vais donner la parole tout de suite à Coralie, qui va vous poser la première question. Alors bonsoir Monsieur Gillet. Bonsoir Coralie. Vous venez d'annoncer votre candidature ce matin aux élections départementales sur le canton de Nîmes 2. Pourquoi ce choix ? Eh bien, c'est une suite logique, c'est l'implantation locale. Je suis élu à la ville de Nîmes depuis maintenant 7 ans. Il m'apparaissait logique de me présenter sur un canton nîmois. Et le canton de Nîmes 2 est emblématique. Il est emblématique à plusieurs titres. Tout d'abord parce que c'est un canton qui regroupe certains quartiers, notamment le quartier du Chemin Bas d'Avignon, où il y a des faits que l'on connaît, avec de nombreuses fusillades, des règlements de compte, un trafic de drogue très important. Et en étant candidat sur ce canton, je veux me faire, avec ma collègue Laurence Gardet, le porte-parole des habitants. Je veux que l'on puisse faire remonter les problèmes et que l'on soit les porte-parole de ces habitants, mais en plus de ça, que l'on soit aussi un peu le poil à gratter à la fois de la région, du gouvernement, de la mairie de Nîmes, pour que l'on puisse régler les problèmes, et nous serons là pour les habitants, pour régler les problèmes et agir très concrètement. Mais au-delà du porte-parole, le rôle d'un conseiller départemental, il est primordial. Le conseiller départemental a des compétences, des attributions. Qu'est-ce que vous proposez pour ce canton ? Et quel bilan vous tirez sur ce canton de la majorité actuelle, donc de gauche, parce que les deux élus sortants sont Christian Bastide et Amal Couvreur. Sur ce canton, très clairement, le bilan est assez plat. Madame Couvreur et Monsieur Bastide sont les grands absents de ce canton. Ils sont très peu présents sur le terrain. Malgré la reconstruction du collège du Mas de Meung, de l'aide apportée au pôle Jean d'Ormesson. Et toutes les permanences qui sont réalisées chaque semaine. Et le peu de permanences réalisées chaque semaine. Les habitants dans ces quartiers ne connaissent pas leurs conseillers départementaux. J'y étais encore ce matin, d'ailleurs même vos journalistes ont pu le constater, où j'ai été interpellé par les habitants qui m'ont très clairement dit qu'ils ne connaissaient pas leurs conseillers départementaux parce qu'ils n'étaient pas présents sur le terrain. Moi je veux de la proximité avec les habitants, c'est important, ils attendent ça. Aussi du concret, des projets. Et au-delà de, évidemment, au-delà de la proximité et le fait d'être porte-parole et ambassadeur de ces habitants et de les aider dans les difficultés, il faut porter des choses. Oui, il faut que les choses s'améliorent d'un point de vue sur les collèges, par exemple. Sur les collèges, il y a des investissements lourds à faire. Le département du Gard a un gros problème, c'est qu'il n'investit pas suffisamment. Là, ils ont refait un collège à Dalloz. Oui, d'accord. C'est pas un collège sur 6 ans qui va changer les choses. Mais c'est pas mal, c'est 22 millions d'euros. Non, c'est pas mal, c'est rien. Non, tous les cantons ne peuvent pas se prévaloir. Est-ce que vous avez regardé les investissements sur les autres départements en France ? Le département du Gard est extrêmement mal placé parce que son fonctionnement coûte trop cher. Donc il va le falloir Pourquoi massivement... C'est quoi la moyenne d'investissement des autres départements dans les collèges ? Je ne vais pas vous faire une moyenne là tout de suite. Mais non, mais parce que vous évoquez je vous parle des investissements en général, Madame Mollaret. L'investissement est très faible. Quand on compare à d'autres départements, les investissements sont trop faibles. Et les aides à l'investissement aussi pour les collectivités locales que peut apporter le département sont quasiment inexistantes dans le Gard. Et ça, c'est dramatique. Donc il faut agir concrètement en la matière. Le département du Gard... C'est caricatural, non, Gillet. Pas du tout. Mais de dire qu'il n'y a aucun investissement, qu'il n'y a rien faites qui a été un comparatif, fait, que les conseillers départementaux sont complètement absents. Faites un comparatif très simple sur les investissements entre le département du Gard, par exemple, et les Bouches-du-Rhône, et vous verrez l'extrême différence. La différence, elle se compte en dizaines de millions d'euros chaque année. C'est considérable. Alors vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez envie de faire, par exemple, sur le chemin Bas d'Avignon, dans les prérogatives du département du Gard ? Entendons-nous bien. Nous avons un projet que nous vous présenterons prochainement sur l'ensemble du département du Gard, et évidemment aussi pour le chemin Bas d'Avignon, mais pour l'ensemble des cantons du département. Ce qui est important, c'est qu'il faut recentrer sur les dépenses d'investissement. Ça, on y tient, et on le fera notamment sur les collèges, mais pas que. L'action sociale aussi, là, en fonctionnement, en revanche, est un point important pour le département du Gard. C'est une des compétences majeures du département. Nous, ce que nous proposons, ce que nous voulons, et notamment dans ces cantons avec de grandes difficultés, où les habitants ont de grandes difficultés, nous voulons aider massivement la population qui en a besoin. Mais pour aider la population qui en a besoin, il faut massivement lutter contre la fraude, ce qui n'est pas fait aujourd'hui.
aujourd'hui. Les fraudes représentent plusieurs millions d'euros chaque année dans le département du Gard, comme dans beaucoup de départements d'ailleurs, mais beaucoup plus encore dans le département du Gard. Et donc il faut lutter et avoir des agents de lutte contre la fraude. Et ça, c'est essentiel. Si on veut aider la population qui en a vraiment besoin, il faut aussi lutter contre ceux qui n'en ont pas besoin mais qui profitent des aides. Jean-Baptiste Jouve, qui souhaitait vous interpeller, on va lui donner la parole tout de suite. Oui, monsieur Gillet, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Je vous écoutais sur votre volonté de vous implanter. Et ça me permet aussi d'abord, dans un premier temps, de faire 2 remarques sur votre bilan d'opposition et aussi sur vos futures ambitions. Vous êtes élu depuis un moment, vous siégez à la ville de Nîmes. Depuis que vous siégez à la ville de Nîmes, je n'ai pas entendu une seule fois un propos constructif. Je n'ai pas entendu une seule fois une volonté de travailler c'est que vous n'avez pas m'écouté beaucoup, parce que Jean-Paul Fournier lui-même reconnaît en moi un opposant constructif avec des propositions. Il reconnaît en vous un opposant poli. Et constructif. Je m'en souviens très bien. Et constructif. J'y étais quand il a dit, je m'en souviens très bien, peu importe. Vous siégez également à Nîmes Métropole. Je ne vous ai jamais entendu sur un seul des dossiers, je ne vous ai jamais entendu faire une proposition concrète. Malheureusement, et je suis premier à le par exemple, participer activement au plan de redressement des finances locales de Nîmes Métropole, où nous avons d'ailleurs été force de proposition et où nous sommes d'ailleurs à l'origine de près de la moitié des économies qui ont été réalisées par Franck Proust. Je vous laisserai parler après, vous pouvez me laisser parler. Oui, mais vous me posez plusieurs questions à la chaîne, donc j'y réponds. Non, j'introduis mon propos, si je peux juste commencer. Voilà. Vous siégez à Nîmes Métropole, bon, je vous le dis, la dernière fois qu'on vous a entendu, et ce depuis votre élection pour un 2e mandat de conseiller communautaire, c'était pour souligner, dans une polémique tout à fait vaine et à nouveau non constructive, qu'on avait refusé l'entrée d'un conseiller FN, ce qui est absolument faux, et ce qui est absolument vrai, qui a été reconnu par Franck Proust. J'insiste. Non. Ce qui était prévu, j'insiste. Non, Franck Proust l'a reconnu d'ailleurs. Donc, aux conditions de présence conditions de présence qui étaient prévues pour les élus dans l'Assemblée. Vous êtes, et je pense que peut-être des gens l'ignorent, vous êtes aussi conseiller régional et une nouvelle fois, je ne vous ai jamais entendu faire une proposition et surtout rendre des comptes sur votre mandat, sur ce que vous faisiez au Conseil régional d'Occitanie. Qu'est-ce que vous pouvez répondre Aujourd'hui, et je le regrette, aujourd'hui, vous êtes candidat sur Nîmes 2 et je vous ferai simplement remarquer que par rapport à 2015, où vous étiez candidat, vous avez cherché en fait en 2015 à recueillir les suffrages de Manduel, de Poux. Aujourd'hui, vous comptez recueillir les suffrages des habitants du Chemin Bas, du Mas de Magde, on lira vous. Et je me demande en réalité, monsieur Gillet, quel est votre réel objectif politique, eu égard au mandat que vous exercez, eu égard au pouvoir que vous avez. Quel est votre réel objectif? Et si je peux me permettre, est-ce que vous en avez réellement un? Monsieur Gillet. Des objectifs, on en a beaucoup, mais je pense que vous êtes très mal renseigné sur ce que je peux faire, moi et d'ailleurs et mes collègues également, dans l'opposition à Nîmes Métropole ou à la région. D'ailleurs, vous êtes le représentant quand même d'un parti politique qui, à la région, vote tout main dans la main avec Carole Delga, y compris les budgets, y compris les subventions aux associations d'aide aux migrants. Voilà, c'est typiquement votre bilan à vous, celui de votre mouvement, celui que vous représentez. Donc, on n'a pas à rougir. Nous, on s'y oppose très fermement, et Carole Delga le sait d'ailleurs, et c'est pour ça qu'elle nous craint, parce qu'on s'y oppose, et que jamais on ne baisse la culotte, excusez-moi de l'expression, mais devant elle et devant ses idéologies qui sont totalement nauséabondes, contrairement à vos alliés. La droite n'est pas dans une opposition constructive. C'est constructif de renier ses valeurs, de renier ce que pense son électorat, ce que veut son électorat, en votant le budget. De constater qu'au département, en majorité relative, oui, la gauche et la droite ont réussi à trouver un compromis. La gauche et la droite ont... Alors non, je peux terminer pour illustrer mon propos. Et de ce fait, on a quand même vu des subventions, des aides aux projets, je pense notamment au canton d'Aigues-Mortes, se faire financer. C'est aussi ça être constructif, c'est pas s'opposer systématiquement. Encore heureux. Et nous, dans les municipalités que l'on a comme à Beaucaire, on travaille également avec le département pour des projets pour le territoire. Mais heureusement, en dehors de toute étiquette politique, heureusement, c'est logique. Les élus sont là pour ça. Mais vous parliez du département, excusez-moi, mais il faut rappeler quand même que les élus, les Républicains, ont fait élire à 2 reprises un président socialo-communiste à la tête du département, rappelons-le. Oui, ça, ils se sont expliqués sur notre plateau. Ils se sont expliqués. Ils n'acceptaient pas la voix ont trahi leurs électeurs. 3 élus du Rassemblement national. Ils ont trahi leurs électeurs. Et si aujourd'hui les électeurs des Républicains viennent massivement vers nous,
C'est parce qu'ils ont trouvé en nous, tout simplement, des élus qui tiennent leur parole. Alors, on va en reparler, mais juste la question de Jean-Baptiste était, aujourd'hui, vous êtes candidat sur le canton de Nîmes 2. Oui. Or, en 2015, vous étiez candidat sur le canton de Marguerite. Où est la cohérence ? Est-ce que dans 5-6 ans, on peut vous imaginer sur le canton de Rousson ? Mais la cohérence, elle est là, tout simplement parce que, comme tout Gardois, comme tout Français, j'ai des attaches personnelles qui, au fil de la vie, évoluent et qui font qu'aujourd'hui, je suis 100% nîmois, quand, à l'époque, je ne l'étais pas tout à fait, tout simplement. C'était à quelques kilomètres, mais ça ne change pas grand-chose. Par rapport aux élections les problématiques, vous m'excuserez, mais les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Mais que ce soit sur le chemin ne sont pas les mêmes. Je pense que la sûr que politique, c'est se construire un parcours. Oui, c'est tout à fait. choisir des habitants qu'on veut représenter. Moi, je ne choisis pas les habitants que je veux représenter, je veux représenter tous les habitants, quels qu'ils soient, peu importe leur vote, peu importe leurs origines. C'est là où vous ne comprenez pas les choses. C'est représenter des habitants en particulier. C'est là où on voit la différence entre nous. Moi, je ne veux pas choisir les habitants que je vais représenter. Moi, je veux représenter l'ensemble des habitants du canton. Mais les cantons sont découpés, monsieur. J'ai forcé de constater que vous les choisissez. On avance. Alexandre, vous avez une question pour Yoann Gillet. Oui, c'était une question un peu d'actualité. Le Gard est un département à forte proportion d'agriculteurs. Et dernièrement, nombre d'entre eux ont fait face à des difficultés suite au gel de leur récolte. Je voulais savoir tout simplement qu'est-ce que vous prévoyez pour venir en aide à nos agriculteurs gardois. On demande un soutien massif de l'État. Aujourd'hui, ce sont les représentants de votre parti qui sont aux responsabilités, je le rappelle quand même, pas nous. Mais nous, si nous étions au pouvoir à l'heure où je vous parle, et si Marine Le Pen était présidente de la République, mais il faudra attendre encore un an, le soutien, il aurait été massif. Notamment... L'État a mis 1 milliard d'euros pour l'instant. Oui, d'accord. Est-ce que c'est assez ? Non, je pense que c'est pas assez. Il est encore trop tôt pour dire combien il faudra, parce que les agriculteurs qui ont terriblement souffert, et j'étais d'ailleurs encore hier avec le maire de Beaucaire dans le cadre de mes activités professionnelles et avec la préfète du Gard d'ailleurs dans une exploitation agricole de Beaucaire, où l'agriculteur nous expliquait très clairement, tout simplement, qu'il n'est pas en mesure aujourd'hui de dire exactement quelles sont ses pertes. Mais justement, il estime à peu près à 50% de la récolte perdue, mais c'est fin septembre. De faire les dossiers, justement, 1,5 milliard, c'est temporaire. C'est en attendant justement de pouvoir savoir quels sont l'état des pertes, on est d'accord. Et pouvoir adapter le plan aussi d'aide. On est d'accord. Le seul problème aujourd'hui, vous voyez, c'est que sur ces 1 milliard qui sont débloqués, on ne connaît pas encore la date et on ne connaît pas encore les modalités de versement. Et l'État aujourd'hui le reconnaît d'ailleurs et n'est pas en mesure de nous dire concrètement sous quel délai les personnes concernées pourront toucher ces aides. Or, il en va de leur survie. Si je prends l'exemple de l'arboriculteur que nous avons rencontré hier, 50% à peu près estimé de pertes. Il a d'ailleurs dépensé en l'espace de 2 jours 125 000 euros de bougies, vous savez, pour réchauffer les arbres et tenter de les sauver. C'est catastrophique. Il a mis les 3 quarts de son personnel là qui sont chez eux et qui ne peuvent pas travailler. Oui. Et aujourd'hui, il ne sait pas quand est-ce qu'il va toucher les aides. Et l'État n'est pas en capacité. Aux élections départementales. Oui. Parlez-nous du département au-delà de critiquer l'État. Mais on me pose une question sur l'agriculture. Oui, mais justement, voilà. Ce qui me dérange c'est un département agricole. Pardon, ce qui me dérange dans votre réponse, c'est que votre seule réponse, c'est un constat, c'est une critique de ce que fait le gouvernement. Je vous dis très concrètement, je vous dis des mesures. Je vous dis très concrètement que nous voulons simplifier ce genre de dispositif. Et je peux vous faire un parallèle très simple. Au début de la crise Covid, les commerçants ont dû tous fermer. Ça a été catastrophique. L'État a mis en place des aides. Très bien. Sauf que les dispositifs ont mis du temps à s'appliquer et ont été très longs à être mis en place. Et les commerçants, d'ailleurs, ont attendu longtemps, malheureusement, pour toucher ces aides. Ça n'a pas été le cas lors du 2e confinement, ni du 3e. Tout à fait. Alors, ça dépend des aides de qui. Pour l'État, ça a été un peu plus rapide, certes. Pour les EPCI, pour Nîmes Métropole, ça a été très long. Pour la région, n'en parlons pas, ça a duré 5 à 6 mois d'attente. Mais qu'est-ce qu'on a fait concrètement quand on est au pouvoir à la ville de Beaucaire ? Dès le 25 mars, donc 10 jours après le début du confinement, on a mis en place un système d'aide aux commerçants et dès le 28 mars, les commerçants touchaient de l'argent sur leur compte pour les aider. Voilà, tout simplement parce qu'il faut mettre en charge le loyer. 2 mois de loyer. Et bien vous voyez, c'est exactement le parallèle que je fais avec les aides pour les agriculteurs où il faut simplifier les démarches et il faut pouvoir débloquer des fonds très rapidement sans attendre parce que malheureusement, ils ne sont pas en mesure d'attendre. J'aimerais qu'ils soient en mesure d'attendre. J'aimerais que tout soit beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas le cas, il faut les aider parce qu'on est tous d'accord là-dessus. L'agriculture est importante de notre territoire et elle fait vivre beaucoup de monde et il faut penser à ces agriculteurs qui travaillent énormément. Alors, vous êtes directeur de campagne pour ces élections
élection départementale pour le Rassemblement national. Aujourd'hui, le Rassemblement national a 2 cantons. Oui. Sur les 23 cantons du Gard, combien vous espérez pouvoir en remporter? Alors je rappelle que nous avons 2 cantons gagnés en 2015 parce que le mode de scrutin est particulier. Il se le fait par canton, mais je rappelle quand même qu'en 2015, nous faisions 42% des voix sur le département. Vous étiez pratiquement en tête partout au premier tour. Oui, et puis au second aussi, enfin au second, non. Mais sur la globalité, en tout cas, nous sommes la force politique qui pèse le plus dans le département du Gard. Mais le mode de scrutin est assez ça, il ne va pas changer. Mais il ne va pas changer. Ça, il ne va pas changer. Donc, mais vous espérez ce que je veux vous dire, de cantons? C'est qu'il y a 6 ans, nous faisions 42% sur le département. Il y a 6 ans, nos idées ne portaient pas de la même manière dans l'opinion publique, c'est une réalité. Aujourd'hui, on le voit, Marine Le Pen est donnée dans les sondages à 48% au second tour de l'élection présidentielle, avec une progression énorme. Dans le Gard, nous le savons, nous sommes toujours bien au-delà des scores nationaux du Rassemblement national. Donc j'estime que nous sommes en capacité de remporter ce département, de remporter une majorité de cantons. C'est pas tout à fait les mêmes élections, monsieur Gillet. Une élection présidentielle, c'est pas la même chose que des départementales. D'accord, mais nous faisions 42% en 2015. Nous sommes en 2021 et le temps nous donne raison et vous le savez. Les municipales l'année dernière, il y a eu un reflux. Ça n'a rien à voir, les municipales. Rien à voir. Déjà, on était en plein Covid. Il y a eu une participation très faible. Et puis, vous le savez très bien, l'élection municipale est très particulière et l'attachement au maire fait que les choses sont différentes. Est-ce que le Rassemblement national se frotte les mains quand il voit sur certains cantons, notamment Aigues-Mortes, avec le maire du Gros-du-Roi qui va partir, des candidatures à gauche, quand vous voyez Roquemaure aujourd'hui avec une division du binôme sortant à gauche, est-ce que vous vous dites, il y a quelques cantons comme ça, aujourd'hui vous n'en avez que 2, est-ce que vous dites, là finalement, le Rassemblement national pourrait créer la surprise? Vous parlez d'Aigues-Mortes et de Roquemaure, sans ces petites guéguerres des autres, qu'ils soient à gauche ou à droite, nous espérions déjà les remporter, parce que ce sont des cantons que nous allons remporter au mois de juin, je le dis. Vous frottez les mains quand vous voyez ces divisions? Forcément, si nos adversaires cèdent en se divisant, écoutez... tant mieux pour Sur eux. Le canton, nous, dans tous les cas, qu'ils soient divisés, qu'ils soient unis, nous remporterons ces cantons, rassurez-vous. J'imagine, monsieur Gillet, que pour réussir à atteindre vos ambitions, vous allez vous appuyer sur un travail de proximité que vous avez effectué tous les jours depuis 6 ans. Qui est déjà fait depuis longtemps, vous savez. C'est vrai que je vous ai beaucoup vu, et c'est vrai aussi que j'ai peut-être pas tapé à votre porte, mais en même temps, je sais très bien que c'est pour vous que je vais aller convaincre. Mais vous savez, si je prends l'exemple du canton de Nîmes 2, si je prends l'exemple du canton de Nîmes 2, avec ma binôme Laurence Gardet, ça fait 6 mois que nous faisons du porte-à-porte, ça fait 6 mois que nous allons rencontrer les gens chez eux dès qu'ils nous interpellent, vous savez. Jean-Baptiste vous poser sa question et qu'il puisse aller... C'était simplement pour souligner que vous êtes quelqu'un de très collectif et que vous avez, du coup, j'imagine, pendant 6 ans, fait le travail pour vos camarades à Poulx, à Manduel, à Marguerite, qui vont eux-mêmes se présenter, et que d'eux-mêmes ont dû certainement faire ce travail-là au chemin bas d'Avignon. Et j'ai des responsabilités départementales qui font que je me déplace partout, oui, effectivement. J'en doute pas. Et je me déplace, je vais rencontrer les Gardois partout. Il y a 2 semaines, j'étais à la Grand-Comble. Il y a 3 semaines, j'étais... je ne sais plus d'ailleurs à Alès. Je vais partout, tout simplement parce que je vais à la rencontre des Français, tout simplement. Vous revendiquez un peu ce statut de professionnel de la politique. Vous ne faites que de la... Si, vous ne faites que de la politique. Au fond, monsieur Gillet, vous êtes le système que vous dénoncez. J'étais pas destiné à faire de la politique, vous le savez très bien, on en a parlé plein de fois. Oui, mais non, je ne suis pas un professionnel de la politique. Vous êtes employé à la mairie de Beaucaire, vous êtes élu de la ville de Nîmes. La politique prend beaucoup de temps dans ma vie, c'est vrai. Vous êtes directeur de campagne du poids départemental. Non, mais ça peut. Mais vous le revendiquez. D'habitude, vous le revendiquez. Là, vous dites non, mais. Non, mais c'est pas que je le revendique ou pas. C'est pas une critique, monsieur Gillet. C'est un fait. Je suis élu à la ville de Nîmes, à Nîmes Métropole, ça va avec, à la région, oui, et j'ai une profession, oui, tout à fait. Mais j'ai aucun problème avec ça. Ce qui est critiquable, c'est l'absence totale de visibilité, c'est l'absence totale de communication, et c'est l'absence totale, je vous le dis une nouvelle fois, de proposition totale. Vous me connaissez très mal parce que mes adversaires eux-mêmes, et qui sont d'ailleurs à la tête de certains exécutifs, reconnaissent en moi quelqu'un de constructif. Et d'ailleurs, regardez par exemple mes votes dans l'opposition à Nîmes, vous verrez d'ailleurs que 70% des délibérations sont votées par mon groupe, parce que nous les approuvons. Et d'ailleurs, contrairement à d'autres qui préfèrent ne rien dire, moi, quand je trouve des projets qui sont bons, eh ben je le dis, je le reconnais et je félicite l'exécutif. Et ça, c'est une réalité. En revanche, quand certaines délibérations... Oui, j'y étais pas. Effectivement, Monsieur Proust, illégalement, ou en tout cas ses équipes, ont empêché une élue d'accéder à l'hémicycle pour une règle qui avait changé entre-temps sans que nous soyons prévenus. Il l'a reconnu d'ailleurs, et l'exécutif de Nîmes Métropole, d'ailleurs, s'est excusé. Alexandre, vous avez une autre question pour Yohann Gillet, notre invité ce soir? Mon autre question,
C'était que on a aujourd'hui 20% des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et j'ai essayé de chercher, je me suis renseigné un peu avant de venir ici. La seule réponse du RN concernant la précarité étudiante, c'est qu'il ne faut plus accueillir à l'horizon 2027 des étudiants étrangers sur le sol national. Alors, encore une fois, vous avez vu ça parce que c'est une ânerie totale. Ouais, c'est sur votre site internet. Non, c'est pas vrai, non. Écoutez, j'invite si, les électeurs à aller sur sur rassemblementnational.fr, à taper étudiants. D'ailleurs, ils verront un certain nombre de nos propositions et ils verront un certain nombre de communiqués de presse de nos responsables. Sur votre site internet, il était exactement écrit au lieu de s'intéresser aux étudiants français qui ne mangent pas à leur faim, le Premier ministre vient d'annoncer son ambition d'accueillir en France 500 000 étudiants étrangers en 2027. Ça, sur le site internet du Front National, du Rassemblement National. Nous y répondons plus que jamais, les nôtres avant les nôtres avant les autres. Alors, les nôtres avant les autres, oui, je réaffirme les choses. En revanche, et c'est détaillé en dessous. Vous caricaturez les choses et vous déformez les propos en disant que nous ne souhaiterions plus accueillir d'étudiants étrangers. Ça n'a aucun sens. Ne confondez pas notre vision de la politique migratoire avec ce que vous citez là, qui est totalement une aberration de votre part. Mais encore une fois... Là, vous ne me montrez pas d'ailleurs un site internet du Rassemblement National, vous me montrez un SMS que vous avez reçu, donc excusez-moi, mais c'est... Allez voir sur votre site internet, vous verrez. Je l'ai vu. La phrase est exactement inscrite. Mais encore une fois, vous répondez par une constatation, par une proposition en 2027, mais aujourd'hui concrètement, comment améliorer le quotidien des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs? Il faut mettre des moyens. Il faut mettre des moyens, soyons très clairs. Alors, français ou étranger, ça n'a pas la même résonance pour moi, mais il faut mettre des moyens. Quand j'entendais tout à l'heure que le gouvernement aurait soi-disant mis 9 milliards d'euros sur la table pour les étudiants pour cette période de la crise du Covid. C'est faux. C'est faux. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est comment on interprète les chiffres. Ces 9 milliards, ce sont des chiffres qui sont dispatchés et qui sont, on va dire, aiguillés. Mais si vous regardez le budget de l'enseignement supérieur, notamment, vous vous rendez compte que le budget alloué en ce domaine a augmenté en 2021 par rapport à 2020 de 500 millions d'euros et non pas de 9 milliards. C'est ça le problème. Mais parce qu'ils ne sont pas mis uniquement dans l'enseignement supérieur, ils sont aussi mis pour des aides aux entreprises, pour les accompagner à embaucher. C'est parce qu'il y a une façon de présenter les chiffres qui est habituel, d'ailleurs, c'est pas le cas que vous êtes en train de faire du gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est le cas toujours de l'ensemble des gouvernements qui se sont succédés. On annonce des chiffres qu'on sort de leur contexte. Et ça, c'est une réalité, et c'est ça qui pose problème. Comment on améliore les choses ? Il y a eu des bonnes mesures, je le reconnais, il y en a eu pas suffisamment. Quand on parle, par exemple, des problèmes que rencontrent les étudiants, il y a plusieurs choses. Il y a le fait de ne pas pouvoir se nourrir correctement, ça c'est une réalité. Il y a le fait de ne pas pouvoir se loger correctement, ça aussi c'est un gros problème. Et pour ça, ça va aussi passer par un besoin d'investir massivement, notamment dans la construction de logements pour étudiants. On en parle tout à l'heure dans la deuxième partie, parce qu'avec Coralie, on a 2-3 questions très rapides à vous poser avant de terminer cette interview. La première, est-ce que vous serez candidat au régional ? Oui, tout à fait. D'accord, donc vous allez mener une double campagne, c'est ça ? Je mène toutes les campagnes pour faire gagner mes idées. Qu'est-ce que vous allez apporter dans la campagne des régionales ? Qu'est-ce que vous allez proposer ? Et quel mandat choisirez-vous si vous... Alors attendez, déjà on verra qui sera élu où, quand, comment. Déjà première chose. Concernant le programme, c'est notre tête de liste qui la présentera en temps voulu. Ce que je peux moi apporter en revanche, évidemment, sur cette liste régionale, c'est mon expérience d'opposant à Carole Delga et ma connaissance des dossiers, parce que j'ai siégé dans un certain nombre de commissions thématiques à la région. Position éligible. Je serai en position éligible, c'est pas un secret, puisque notre tête de liste départementale l'a annoncé à vos confrères ce matin. Coralie, une autre question pour Monsieur Gillet ? On a à peu près tout fait, mais vous allez peut-être une question de Jean-Baptiste. Il y avait une question sur l'euro. Est-ce que vous souhaitez la poser ? Oui, est-ce que le Front National, le Rassemblement National a arrêté définitivement une position sur le maintien ou non dans la zone euro de la France ? Mais oui, le Rassemblement National a toujours eu la même position et elle n'a pas changé, contrairement aux grands fantasmes que certains peuvent se faire. Il y a 3 ans, c'était pour une sortie. Je veux savoir si aujourd'hui, c'est toujours le cas. Nous souhaitons renégocier un certain nombre de choses avec l'Union européenne. Ça, c'est très clair. Pas de Frexit. Nous souhaitons...
mais nous souhaitons c'est très simple comme renégocier. question, monsieur Gillet. Oui, mais je vous y réponds très simplement. Nous souhaitons renégocier un certain nombre de choses avec l'Union européenne. Et nous y arriverons, nous le savons que nous y arriverons, parce que l'Union européenne ne pourra pas se passer de la France. Et c'est pour ça que nous n'aurons pas besoin de quitter la zone euro. Merci beaucoup, monsieur Gillet, d'avoir répondu à nos questions.